Sur cette image, il est 5h30, 6h du matin. Tous les matins, ils nous provoquent en agitant leur drapeau noir ou leurs armes. Ici, dans sa main, mais on distingue mal le drapeau, il y avait de la brume. Ils sont à 1900 mètres de nous. Souvent, ils montent sur les crêtes pour dresser des barricades. Là, ils déplacent de grosses pierres pour leurs fortifications. Regardez, là, ils les jettent. Kaa, petit village chrétien de 3000 âmes, aux confins du Liban. L'église est protégée par l'armée. Les hommes assistent à la messe, le pistolet à la ceinture. Les paroissiens sont en deuil. Le kamikaze s'est jeté sur l'ambulance. Il a fait exploser tout le monde. Le chauffeur, les blessés, mon mari et même les morts. C'était une semaine plus tôt. 8 kamikazes se font exploser dans le village chrétien en moins de 12 heures. Bilan, 5 morts et 30 blessés. Pour l'armée libanaise, pas de doute, c'est l'œuvre de Daesh. Car Kaa est le dernier village libanais avant la Syrie et les hauteurs de la localité sont infestées de combattants de l'État islamique. Les militaires bouclent le village, les femmes prennent les armes. C'est la première fois que des djihadistes s'en prennent aux chrétiens du Liban. Si Kaa tombe, ce sont toutes les zones chrétiennes qui tombent, et ce sera la fin du Liban. Le Liban abrite la plus influente communauté chrétienne du Proche-Orient. Alors, 48 heures après la tragédie, un deuil national est décrété. Les officiels se pressent pour rendre hommage aux défunts. Les familles pleurent leurs morts, abasourdies par la violence des 2 vagues d'attentats suicides. Sainte Vierge. Amélia a perdu son mari dans la première attaque. Elle devra élever seule ses 3 enfants. Le portrait de Joseph, son époux, ne la quitte plus. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre sans lui. Je ne parle pas de manger, personne ne meurt de faim. Je parle de lui, de sa tendresse, de ses yeux, de quand il rentrait à la maison chaque soir, sa douceur avec nous. J'aurais préféré qu'il soit brûlé, blessé, mais vivant à la maison. J'aurais alors vendu mon sang pour le guérir. Dès le lendemain du drame, Amélia a voulu marquer dans sa chair son attachement au défunt, avec un tatouage. Je me suis fait tatouer Joseph à l'infini. À l'infini. Joseph n'est pas fini. Il ne sortira jamais de notre vie. Ni de la mienne, ni de celle de nos enfants. Jamais, jamais, jamais. Kaa, porte d'entrée du Liban, encerclée par les frontières syriennes. Au nord, une longue plaine, un no man's land échappant à toute autorité. À l'est, derrière la Vierge de Kaa qui surplombe le village, une chaîne de montagnes qui sert de base arrière aux djihadistes de Daesh. Depuis la mort de son mari, Amélia se rend au cimetière tous les jours, malgré la tension encore palpable dans les rues du village. Oh là là. Voilà, les tombes des martyrs sont là. Mon Jojo a fini ici aussi. Pourvu que ce bouquet te plaise, Joseph. Chaque fois que tu rentrais de Beyrouth, tu revenais les mains pleines, toujours. Joseph, mon chéri, réponds-moi. Les enfants ont besoin de toi. À l'entrée du cimetière, une voiture monte la garde. Des vigiles quadrillent aussi les lieux. Tony accompagne Amélia dans tous ses déplacements. On a encore peur. Il y a un gros risque que des terroristes s'infiltrent ici, car selon nos informations et celles des autorités, ils sont présents, tout près, dans le no man's land voisin. Un enterrement est prévu ici dans un moment. Ils peuvent viser l'attroupement.
Même les caveaux ont été cadenassés. Des kamikazes pourraient s'y cacher pour se faire sauter pendant des funérailles. Allez, Je reviens vite, Joseph. Je serai là demain au petit-déj. Et on n'a peur de personne, ni terroriste, ni kamikaze. Qu'ils viennent. Moi, de mon côté, je n'ai plus peur de personne. Je n'ai plus peur de personne. À vite, Joseph, à vite. La maison d'Amelia est la dernière du village. C'est la plus isolée, face aux montagnes. Depuis le drame, c'est la première fois qu'elle revient chez elle, avec son fils aîné. Ellie, viens ouvrir la porte. Les cadets, Marie et Anthony, exfiltrés en catastrophe le matin de l'attaque, refusent d'y mettre les pieds. Mon mari dormait de ce côté et moi là. Et les deux petits à côté de nous à cause de la situation. La chambre de Marie est à l'écart. Il avait peur pour elle la nuit. Il voulait qu'on reste ensemble et qu'on meure ensemble. Et regardez comment il est mort. Cette chambre, c'est celle d'Ellie et Anthony. Mais regardez ce qu'il y a ici, regardez. Regardez les montagnes. Daesh, Daesh, Daesh. Ils peuvent être là en 1 minute. Au danger de la montagne s'ajoute celui des maisons voisines, inhabitées. Autant de repères pour les djihadistes. Pendant notre visite, le chantier d'en face fait l'objet d'une descente des renseignements militaires. La zone n'est toujours pas sûre. Amelia ne dormira pas chez elle ce soir. Le village a désormais son héros, Bachir Mattar, l'homme au téléphone. C'est le maire de Ka'a. Sans lui, les terroristes auraient fait un carnage. Il tient à nous emmener sur les lieux du drame. Par ici. Le jour de l'attaque, à l'aube, 3 djihadistes frappent aux portes, provoquent des attroupements et actionnent l'un après l'autre leur ceinture d'explosifs, tuant 5 personnes. Le maire arrive sur les lieux après la 3e explosion et quand il tente d'aider les blessés, Je lève la tête et je vois un type s'avancer, tranquillement. Je lui demande « Qui es-tu » Il n'a pas répondu. Il a tiré quelque chose comme ça, la bague du détonateur. À ce moment-là, j'ai reculé. Il était à moins de 10 mètres de moi. Je lui ai tiré dessus avec mon pistolet, 3 coups. L'explosion s'est produite. Elle m'a jeté en arrière. ce 4e kamikaze attendait que tous les villageois soient réunis pour actionner sa ceinture. C'est lui qui aurait pu faire le plus de victimes. Pour le maire de Ka'a, pas de doute, c'est bien un message aux chrétiens que Daesh vient d'envoyer. Le Liban ne peut exister sans les chrétiens. Ils sont le pilier de l'économie. Les bonnes écoles, les hôpitaux, la fête, les festivals, la vie. Mais au front, on est des héros, comme ils pourront le découvrir. 2e offensive, 12 heures plus tard. 4 nouveaux kamikazes entrent dans le village et se font sauter à 20 minutes d'intervalle. Sur ces images de vidéosurveillance, un des terroristes sort d'une ruelle sombre, traverse la terrasse d'un café et se dirige vers l'église d'un pas serein, son sac à dos et ses poches bourrées d'explosifs. Marc était aux premières loges. Il a enlevé la première bombe et il l'a lâchée. Et là, regardez, on voit ce petit trou. À ce moment-là, tous les mecs qui étaient assis ici, ils ont commencé à tirer sur lui et il s'est fait exploser. Heureusement pour nous, il n'y a pas eu de mort. Il s'est fait exploser comme ça tout seul, je ne sais pas pourquoi. Regardez, comme vous le voyez bien, là, tout ça, c'est les traces de sang et c'était ici. Ça, c'était la tête. Au pied de Saint-Élie, qui est le sauveur de ce village. L'armée libanaise n'a pas les moyens de protéger tout le territoire. Alors, depuis l'assaut, le village s'est organisé pour assurer sa propre sécurité. Ancien combattant de la guerre civile, le maire a donné à ses administrés un permis de tuer à la moindre intrusion de terroristes. Bachir Mattar ne se sépare jamais de son arme et dans sa mairie, on ne s'occupe plus vraiment de problèmes de voirie. Alors les jeunes, il est plein le poste de commandement.
La municipalité a battu le rappel et les hommes du village ont ressorti leurs armes de guerre. À tour de rôle, ils effectuent des rondes toute la nuit. Prends un talkie-walkie avec toi, mais n'oublie pas de le déposer ici le matin en rentrant. Hein. Oui, à 5 heures. 5, 6, 7 heures, pas de souci. Vous pouvez pas faire de ronde sans. Et quand vous rentrez avec vos armes chargées, dès que vous montez ici, vous videz les munitions engagées dans les chambres de vos fusils. Hein. Pas besoin de mourir par accident. Hein. Vous êtes pas des gosses. Mais ouais, Esber. Hier, je t'ai dit, hein, ton mitrailleur, soit t'as pas tiré avec, soit il y a une balle dans la chambre. Faut la virer en tirant. La mairie reçoit un message urgent. Le flanc sud du village est plongé dans le noir. Pourtant, après l'attaque, le maire avait obtenu la promesse que son village ne souffrirait plus de coupures de courant. Un classique au Liban. On vous a dit que la situation est revenue au beau fixe à K ou quoi? Vous nous avez replongé dans le noir. C'est quoi le problème? Il n'y a plus de courant, le rationnement a repris? Les villageois redoutent que des terroristes profitent de l'obscurité pour frapper de nouveau. John, toi, check de l'autre côté. Il y a encore des terroristes dans la zone et le danger est encore présent. Et l'État, lui, semble un peu dans le coma. En 2014, redoutant une offensive militaire de Daesh, la mairie avait érigé ses monticules dérisoires. Aujourd'hui, la nature du danger a complètement changé. Ici, il y a plein d'arbres et de champs. Les terroristes peuvent s'infiltrer par là ou par là, au nord-est. C'est la Syrie. Et là-bas, c'est la plaine de Machari al-Kahar. 30 000 réfugiés syriens sont installés là. On craint que des terroristes se soient infiltrés parmi eux. La plaine de Machari, à 3 km de Kaha. Un territoire libanais transformé en zone tampon avant la frontière syrienne. Ces derniers mois, l'armée libanaise y a démantelé plusieurs cellules terroristes. Soyez prudents, hein. Depuis les attentats de Kaha, les militaires y multiplient les descentes. Exceptionnellement, nous accompagnons la 8e brigade, le fer de lance de la lutte antiterroriste dans la région. Pour accéder à ce territoire sans loi, il faut passer la douane. À la tête de l'expédition, le colonel Sami. On y va, il nous ouvre la route. On rentre dans le No Man's Land. C'est ça? On est dans le No Man's Land entre la Syrie et le Liban. Plus de 30 000 Syriens se sont réfugiés ici, dans des camps de fortune, disséminés dans cette plaine agricole qui appartient au village de Kaha. Les 8 kamikazes sont probablement passés par Machari. À la télévision locale, un expert confirme les soupçons des enquêteurs. Même s'ils sont venus de Syrie, les kamikazes ont dû marquer un arrêt pour préparer les attentats. Ils n'ont pu faire ça que dans les camps, qui sont des vrais îlots d'insécurité. Vite! Approchez, vous deux, approchez. Toi, reste en faction derrière. Soldats, on y va! Les réfugiés vivent dans le dénuement le plus total, une aubaine pour les cellules de recrutement de Daesh. Au cours des dernières missions dans Machari, les militaires ont arrêté une trentaine de terroristes. Où sont les autres hommes de la famille? J'ai plein de fils. Ils sont tous à Beyrouth. L'absence d'hommes jeunes dans cette partie du camp intrigue les soldats. Ici, de nombreux réfugiés sont de Raqqa, la capitale syrienne de l'État islamique. Et pour l'armée, c'est certain, les kamikazes venaient de Raqqa. Vous êtes en sécurité ici? Ça va, Mieux qu'à Raqqa en tout cas. pas vraiment. Elle n'en dira pas plus, comme si Daesh avait des oreilles dans le camp. Vous soupçonnez les habitants du camp d'avoir aidé les kamikazes? Peut-être pas de les avoir aidés, mais d'avoir peur d'eux, oui. Profitant de la présence de l'armée, le maire de Kaha visite le camp, pour la première fois depuis les attaques contre son village.
Nous avons vu que vous étiez là et nous voulions absolument vous lancer un message urgent. Nous voulons que l'armée libanaise se déploie à Machari, qu'elle tienne la zone, qu'elle y instaure la loi et installe une caserne permanente au cœur de Machari. Le maire ne veut pas seulement protéger Kaa, il pense aussi aux réfugiés. Farouche opposant au régime syrien, il a spontanément sympathisé avec eux, dès le début de la guerre. On vous a ouvert nos écoles, toutes nos infrastructures. Vous êtes très correct avec nous. Et vous nous envoyez 8 terroristes. Nous, Dieu les a envoyés. Si un terroriste, comme tu dis, passe par ce camp, et même si c'est un parent, moi, toute femme que je suis, je l'attraperai et je le livrerai. Pour le maire de Kaa, les réfugiés syriens sont, dans leur écrasante majorité, victimes de la folie djihadiste, au même titre que les chrétiens de la région. La 8e brigade ne peut pas rester à Machari. On l'attend un peu plus au sud, sur le front. Le convoi s'enfonce dans la nuit et la poussière des montagnes, direction le poste avancé de Umraled. Désormais, les terroristes sont à moins de 2 kilomètres. Ici, au-dessus de nous, c'est la colline de Hamra. Elle était aux mains de Daesh et nous l'avons reprise. On a perdu 14 hommes. Cette colline est la base. Ici, ce sont les derniers postes de l'armée. Derrière, il n'y a plus de militaires. Il y a Daesh et les terroristes. D'ici, les militaires peuvent voir leur ennemi. Sur cette image, il est 5h30, 6h du matin. Tous les matins, ils nous provoquent en agitant leur drapeau noir ou leurs armes. Ici, dans sa main, mais on distingue mal le drapeau, il y avait de la brume. Ils sont à 1900 mètres de nous. Souvent, ils montent sur les crêtes pour dresser des barricades. Là, ils déplacent de grosses pierres pour leurs fortifications. Regardez, là, ils les jettent. Ils craignent qu'on les attaque. Dès qu'on les repère, on leur tire dessus. Et ils reculent aussitôt. Et eux, régulièrement, ils nous frappent au mortier. Et ça tombe pas loin de nous. On entend le départ de leurs tirs. Mais leur mortier est apparemment mal positionné, car ils n'arrivent pas à nous atteindre. Ça tombe toujours à 50-70 mètres de nous. Et nous, à cette distance, nos obus mettent 40 secondes à atteindre les terroristes. Ils ont largement le temps de se mettre à l'abri. L'ennemi est là, juste en face. Mais l'armée libanaise n'a pas les moyens de lancer une offensive. Elle ne dispose ni d'hélicoptères, ni de véhicules adaptés à ce terrain. Alors, elle observe. Cette vitre est blindée. Si j'avance juste là, ce n'est plus protégé. Et il y a des snipers de Daesh. On est face à face avec eux. Ils sont proches de nous, ils peuvent nous tirer dessus à tout moment. Et nous allons en avoir la preuve immédiatement. On nous tire dessus, on doit descendre d'ici. Les djihadistes arrosent la base à la mitrailleuse depuis la colline. À 2 mètres de nous, des militaires ripostent. Leur cachette! Vise leur cachette! Après cet échange de tirs de routine, le silence revient. La nuit sera calme. Le lendemain matin, la brigade repart en patrouille, direction Ersal, où pas une caméra n'a pu entrer depuis des mois. Nous sommes en zone musulmane, une zone sunnite. Ici, l'ennemi est dans la ville. En 2014, Daesh a occupé Ersal pendant 5 jours, provoquant une bataille sanglante avec l'armée. Dans leur fuite, les djihadistes ont kidnappé 18 militaires. 8 nous ont été rendus par Nusra. Les 10 autres sont toujours aux mains de Daesh. Sur cette vidéo, le moment de la capture. Daesh s'adresse directement au chef de l'armée libanaise, le général Kawaji, un chrétien. Voici tes chiens, Jean Kawaji. Tes chiens sont entre nos mains. Mourez de rage. Nous venons vous chercher. Nous, soldats de l'État islamique. Dieu est grand. 2 militaires seront décapités par Daesh. Après la bataille, les terroristes ont gardé une présence dans Ersal. L'armée, elle, n'a plus de position fixe et ne peut mener que des missions ponctuelles.
pour montrer qu'elle n'a pas abandonné la zone. Ersal abrite 80 000 réfugiés syriens pour une population de 35 000 Libanais. Impossible pour cette armée en sous-effectif de contrôler autant de monde. Garde-toi là. Cette démonstration de force a deux objectifs. Rassurer la population, tout en calmant les ardeurs de ceux qui soutiennent Daesh. Et ils seraient nombreux à Ersal. Sur les murs, le drapeau de l'État islamique peint en 2014. Personne n'a osé l'effacer. Et ce n'est pas la seule trace que les terroristes ont laissée. Daesh avait créé un tribunal religieux ici, pour juger les gens, selon leur charia. C'est la villa avec les tuiles rouges sur le toit. On n'a pas pris les précautions nécessaires, les lieux n'ont pas été déminés. C'est trop risqué d'y aller. Et là, l'armée ne peut pas s'attarder plus longtemps dans Ersal. Les soldats sont devenus des cibles. Le colonel est nerveux. Il lance un regard en biais vers la maison juste derrière lui. C'est la maison d'un leader de Daesh. Il a pris la fuite, il vient rarement ici. Allez, bougez, avancez! Un leader de Daesh, un Libanais de Ersal. Et sa famille vit toujours là. Le convoi doit partir. À défaut de faire définitivement le ménage dans la poudrière de Ersal, l'armée pilonne fréquemment les positions djihadistes. Dans le mille! Nous sommes au-dessus de Ersal, dans un poste d'observation avancé de l'artillerie libanaise. On est en train de bombarder. C'est tombé en face, t'as vu? Où sont les plus proches positions de Daesh? Les plus proches? À 100 mètres. Ici, c'est une ligne de front entre eux et nous. Toute cette région est sous leur contrôle. Tu vois la tache de verdure en bas? Derrière, c'est leur hôpital de campagne. Au centre de l'image, c'est le bâtiment gris situé juste à la sortie de Ersal. Mais ça, vous ne le bombardez pas. Qui te dit qu'on ne le bombarde pas? Mais en tant qu'armée régulière, on est obligé d'épargner au maximum les blessés, même si c'est des terroristes. Drôle de guerre, où les ennemis s'observent, jouent à cache-cache et semblent incapables d'en finir. Retour à Ka'a. La population pense encore ses plaies, mais elle a tenu à célébrer la fête annuelle de Saint-Élie, le patron du village, en espérant que cette porte d'entrée du Liban reste à jamais imprenable.